pesticides. Pour le bon déroulement de la conférence, certains d'entre vous sont des habitués, mais pour les autres, je vous demande de conserver vos caméras et vos micros fermés. On va faire une période de questions à la fin de la conférence et vous pouvez écrire vos questions tout au long de la conférence sur le chat. Je vais reprendre les questions à la fin et je vais les adresser à nos invités. Alors, aujourd'hui, vous allez entendre M. Thibault Rennes de l'organisme Vigilance OGM et par la suite, M. Serge Giard, applicateur de pesticides vivant avec la maladie de Parkinson, va nous faire un témoignage. Je vais conclure avec les informations sur les pesticides et la maladie de Parkinson. Alors, M. Rennes, je vous invite à prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de présenter un peu le travail qu'on fait à Vigilance OGM et notre organisme. Je vous avoue que ça fait 10 ans, moi, que je travaille comme coordinateur de Vigilance OGM. Et donc, bien sûr, je ne suis pas un expert sur l'agriculture, les pesticides ou le domaine, mais je vais essayer de vous transmettre un peu pourquoi, en fait, l'organisme Vigilance OGM fait le lien avec les pesticides. Qu'est-ce que c'est les OGM? C'est quoi l'implication de ce modèle agricole pour les agriculteurs, pour nos écosystèmes et le lien fort avec les pesticides? Je vais commencer par nous présenter comme organisme, parce que peut-être que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Donc, Vigilance OGM, ça fait 10 ans qu'on existe. C'est un organisme qui est à la base d'associations qui ont créé cet organisme. Donc, vous reconnaîtrez certains logos des organismes environnementaux connus comme David Suzuki, Équiterre, Greenpeace, mais aussi des organismes de consommateurs comme l'Union des consommateurs, la CEF de Québec, mais aussi d'autres qui représentent des agriculteurs comme CAPé, le Cercle des fermières du Québec, l'Union paysanne. Et notre principale mission, c'est d'informer et de sensibiliser les citoyens sur qu'est-ce que les OGM, quel est le lien avec les pesticides, c'est quoi les impacts, et aussi mobiliser et soutenir, donc aider à mettre une pression citoyenne envers nos différents paliers gouvernementaux, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, afin d'améliorer les lois ou les plans agricoles qui protègent les consommateurs des écosystèmes, et aussi promouvoir les alternatives au modèle agricole des OGM. Rapidement, pour se mettre d'accord, en gros, la définition simple des OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. Ce sont des plantes, des animaux, des champignons, micro-organismes qui ont été génétiquement modifiés en laboratoire afin de leur conférer de nouvelles caractéristiques. Donc, on va voir quelles sont les caractéristiques qui existent sur le marché. En gros, je pourrais parler sur chaque slide pendant très longtemps. Je vais essayer de vous inculquer, ou en tout cas de vous faire retenir 3 chiffres par rapport aux OGM, parce qu'il y a vraiment un manque d'informations par rapport à ce qu'est les organismes génétiquement modifiés. Donc, en 3 chiffres, on va commencer par le premier chiffre, le numéro 2. Actuellement, les OGM dans le monde, au Canada, ils sont arrivés sur le marché dans le monde à peu près en 96, là, les premiers, donc ça fait 25 ans, là, il faudrait que je change ma slide. Ça fait 25 ans qu'ils sont sur le marché, et actuellement, il y a pourquoi on vient lui conférer des nouveaux caractéristiques à des plantes. On va voir un peu lesquelles c'est, maïs, canola, soya. Principalement, c'est pour qu'ils tolèrent un herbicide total. Donc, quand vous avez sûrement entendu parler dans les médias du fameux Roundup qui est à base de glyphosate, ce qu'on vient faire, c'est qu'on crée une plante, un maïs ou un soya, qui vient tolérer un herbicide. Donc, on met de l'herbicide, du Roundup, sur le champ, ça tue les mauvaises herbes, mais la plante qui est génétiquement modifiée résiste. Donc, ça, c'est la première caractéristique qui représente à peu près 47% de tous les OGM dans le monde. Et 12%, c'est fait pour sécréter son propre insecticide. Donc, on a souvent des maïs ou du coton, BT, on appelle. Donc, cette plante a été génétiquement modifiée afin que les différentes parties de la plante, donc les feuilles, la fleur, puissent sécréter un insecticide. Si l'insecte se pose sur, par exemple, un maïs BT, la pyrale du maïs, par exemple, vient se poser. Si elle croque dans le maïs, elle vient mourir. Donc ça, c'est à peu près 12%. Et 41% de tous les OGM dans le monde sont faits pour les deux. Soit ils sécrètent leur propre insecticide, soit ils tolèrent un ou plusieurs herbicides.
Donc, en gros, 88% de tous les OGM du monde, ben, pratiquement 90%, sont là pour tolérer un herbicide. Et là, on va voir un peu plus loin la problématique parce que ça entraîne un cercle vicieux d'utilisation des pesticides, la tolérance aux herbicides. Et oh, ah, oui. Donc, ce que ça a fait à long terme, je vais faire le lien directement avec la vente des pesticides, c'est qu'à long terme, à force d'utiliser tout le temps, ah, il y a des gens qui ont mal fermé leur micro, je vous inviterai peut-être à le faire. Donc, ce que ça fait à long terme avec des plantes qui tolèrent des herbicides, c'est qu'on vient appliquer souvent le même herbicide et à force de faire aussi des mauvaises pratiques agronomiques comme la faible rotation de culture, ben, il y a des plantes qui deviennent résistantes à ces herbicides-là. Et donc, chaque année, on voit qu'il faut en utiliser d'autant plus. Et maintenant, les nouveaux OGM qu'on voit sur le marché, ils tolèrent non pas un herbicide comme le Roundup, mais plusieurs. Donc le dicamba, le 2,4-D, et des herbicides qui sont même plus dangereux pour la santé que le glyphosate. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de l'utilisation à long terme des pesticides au Québec, à part en 2018, mais je ne reviendrai pas sur un peu la polémique de 2018. L'autre chiffre qu'il faut retenir, c'est 4. Actuellement, dans le monde, si vous allez dans vos supermarchés, il n'y a pratiquement aucun fruit et légumes génétiquement modifiés. Il y a 4 cultures qui représentent 99% de tous les OGM dans le monde. C'est du soya, canola, coton, maïs. Principalement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est on donne à manger aux animaux. Donc, les bétails des pays d'Amérique, d'Europe sont nourris avec souvent du soya et du maïs OGM. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut faire du biocarburant. Donc, on nourrit le bétail des pays du Nord et les voitures des pays du Nord avec les OGM. Il n'y a rien là-dedans qui est fait pour nourrir les pays du Sud ou nourrir les gens qui meurent de faim. Donc là, le chiffre 4 à retenir aussi. Et le dernier chiffre aussi, c'est 5. Actuellement, on pense souvent que tous les pays ont adopté les cultures génétiquement modifiées et que c'est une marche en avant qu'on ne peut pas lutter. Mais depuis 25 ans, en fait, c'est toujours les 5 mêmes pays qui produisent des OGM. Donc, on a les États-Unis pour 40%, le Brésil et l'Argentine. On a le Canada qui est 4e mondial producteur et l'Inde principalement pour le coton. Et donc, au Québec, on a environ on a plus d'OGM semés au Québec que dans 177 pays du monde, si on regarde les chiffres. Si vous allez sur l'autoroute, la 20, la 40, 50%, en fait, actuellement au Québec, c'est 90% du maïs, les chiffres, ils sont là, à peu près 90% du maïs que vous voyez dans les champs est génétiquement modifié au Québec et 71% du soya. Et aussi, ce qui est important à signifier, c'est que les Québécois, les Québécoises ont été les premiers consommateurs mondiaux d'un animal génétiquement modifié en 2017, donc un saumon génétiquement modifié. Et donc, le Canada et les États-Unis sont les seuls pays à autoriser ce saumon-là. Ça a été vendu, malheureusement, sans étiquetage. Et donc, on est quand même vraiment dans un pays, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment dans un pays qui est un ardent promoteur des OGM, qui pousse à une industrialisation de l'agriculture et une dépense des pesticides aussi, donc leur impact. Là, j'avais mis une slide, si vous voulez, vous avez le numéro de François Legault, si vous voulez l'inviter au moins à voir l'étiquetage obligatoire. On pense que la transparence est un élément primaire et essentiel pour savoir qu'est-ce qu'on veut promouvoir comme type d'agriculture, mais qu'est-ce qu'on veut dans notre assiette au final. Donc, vous pouvez aller aussi sur le site de l'Assemblée nationale. Rapidement, pourquoi, vous avez vu pourquoi les OGM sont liés avec les pesticides. En fait, c'est les mêmes compagnies qui créent les OGM et qui créent les pesticides. Elles ont un intérêt commercial à vendre des semences qui utilisent des pesticides et pourquoi pas, en fait, augmenter leur utilisation dans le temps parce que ça augmente leurs bénéfices. Nous, ce qui nous pose problème avec les OGM, c'est leur évaluation. Et je reviendrai un peu sur l'évaluation des pesticides aussi au Canada, qui est faite par les agences canadiennes. Les problématiques sont quand même assez similaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les OGM, quand un Monsanto, un Bayer ou un Syngenta veut déposer un nouveau produit sur le marché, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arriver avec un dossier. Elle va dire, regardez, moi, j'ai étudié ma semence de maïs génétiquement modifiée à du Roundup ou dicamba. Voici les études que j'ai faites sur ce produit-là. J'aimerais savoir si vous me permettez de le mettre sur le marché. Donc, malheureusement, Santé Canada, on le voit avec le gouvernement libéral de M. Trudeau, mais aussi les gouvernements précédents,
que ce soit Harper ou conservateur ou autre, c'est que comme on vient désinvestir dans nos agences de réglementation, ben, il n'y a plus les capacités de faire des tests de sécurité pour savoir si au final, les OGM que les compagnies nous veulent mettre sur le marché sont sécuritaires pour l'environnement et pour notre santé. Donc, nous, on aimerait qu'il y ait un réinvestissement de l'argent dans ces agences qui sont fondamentales pour savoir ce qu'on met dans nos assiettes et nos champs, un réinvestissement massif d'argent. Et parce que si on vient fragiliser ces institutions, il va y avoir des produits qui se retrouvent sur le marché, que ce soit des OGM ou des pesticides, qui vont être dans le futur retirés parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont des problématiques sur la santé ou l'environnement. Et donc, malheureusement, quand on vient réglementer des OGM au Canada, mais aussi dans d'autres pays du monde, en fait, la Santé Canada ou l'Agence d'inspection des aliments vient majoritairement se baser sur les données de l'industrie. Malheureusement, on ne peut pas avoir une grande confiance en ces industries-là parce qu'on s'est aperçu que dans le passé, elles avaient menti grandement. On a des cas flagrants avec, par exemple, Monsanto, où on a appelé les Monsanto Papers, où on s'est aperçu qu'ils avaient caché des données qui montraient des problématiques sur les produits, que ce soit le glyphosate, mais même des produits qu'ils avaient fait dans le passé, l'agent orange ou autre. Et aussi, le problème, c'est que souvent, la science étant en évolution, on ne peut pas accepter un produit dans les années 90 et pas essayer de suivre les données futures sur ces produits-là, parce que la science est en évolution. Et donc, aussi, une des problématiques, c'est que si un chercheur indépendant, canadien ou international, souhaite voir sur quelles études s'est basée Santé Canada pour évaluer la sécurité d'un produit, ben, il n'a pas accès à ça. Et malheureusement, si on n'a pas accès aux données, parce qu'il y a un secret commercial confidentiel, on ne peut pas dire que le gouvernement, que la réglementation des OGM ou des pesticides est basée sur la science si cette science-là n'est pas transparente et ne peut pas être revue par les pairs. Donc ça nous pose un très gros problème actuellement, c'est que l'évaluation des OGM est non transparente. Et je fais une petite parenthèse, c'est qu'actuellement, le gouvernement canadien, Santé Canada, lance des nouvelles consultations. Ça fait 25 ans qu'on critique l'évaluation des OGM. Et là, Santé Canada nous propose des nouvelles lignes directrices pour la réglementation de certains OGM spécifiques. Et au lieu je dirais, consolider cette problématique-là, en fait, ils viennent excusez-moi. En fait, au lieu de consolider cette évaluation, ils viennent encore la fragiliser. Et maintenant, il y a certains OGM qui ne vont même plus être réglementés sur le marché. Et ça, c'est une très grosse problématique. Je vous invite à aller sur le site de Vigilance OGM pour en savoir plus. Et par rapport à l'évaluation des pesticides et la science, donc à peu près la même problématique. Je vais revenir sur les détails. Actuellement, Santé Canada évalue la dangerosité d'un pesticide uniquement sur ce qu'on appelle l'agent dit actif. Donc, vous voyez, quand on parle de glyphosate, le glyphosate est seulement l'agent, une molécule chimique qui représente seulement 40% du produit qu'on met dans le champ, donc c'est-à-dire le Roundup, qui est la formule commerciale la plus connue. Donc, Santé Canada vient nous dire, moi j'ai évalué, ou j'ai regardé les études que Monsanto a évaluées sur la toxicité du glyphosate. Mais ce n'est pas le glyphosate qu'on met dans un champ, ce n'est pas le glyphosate qui se retrouve dans votre assiette, ce n'est pas le glyphosate qui se retrouve dans les cours d'eau et dans votre eau potable, c'est le Roundup. Et malheureusement, si on ne vient pas évaluer la toxicité du produit qu'on vient mettre dans le champ, on loupe énormément de problématiques et donc on sous-évalue en fait la dangerosité des pesticides d'une façon générale. Autre grosse problématique qu'il faudrait qu'ils règlent et qui n'est malheureusement pas réglée, c'est que ce n'est pas juste du Roundup qu'on met dans un champ. On vient mettre du Roundup, on vient mettre de l'atrazine, on vient mettre du dicamba, on vient mettre d'autres fongicides, insecticides. Et donc, c'est une multitude de pesticides qui se retrouvent en contaminant les cours d'eau, vos assiettes, la nourriture qu'on mange et l'eau potable. Et même si ces résidus de pesticides sont considérés comme peu dangereux ou en dessous des limites de dangerosité par Santé Canada. On peut toujours se questionner sur comment ces études-là ont été faites, mais surtout que
on n'est pas en contact uniquement avec un pesticide et son agent actif, mais on est en contact avec des formules commerciales de nombreux pesticides. Et malheureusement, ça ne s'est pas évalué par Santé Canada. Et encore une fois, quand une compagnie vient mettre sur le marché un produit commercial, ces études-là sont non disponibles. Donc, un chercheur ne peut pas vérifier s'il n'y a pas eu des biais de la part de la compagnie pour un peu diminuer ou en tout cas amoindrir la toxicité de ces produits. Donc, on souhaite, dans le cas des pesticides, mais aussi dans le cas des OGM, une plus grande transparence et une transparence basée sur des études indépendantes. Et dans le cas des pesticides, il ne faut pas étudier juste l'agent dit actif, mais le produit commercial et surtout, je dirais, même si c'est compliqué, là, on s'entend d'évaluer la dangerosité de tous les pesticides ensemble. Il faudrait quand même évaluer ceux qu'on trouve le plus souvent ensemble pour vraiment comprendre les problématiques, les causes de cancer ou de Parkinson qui peuvent être liées avec les pesticides. Je reviendrai pas trop longtemps, mais si vous êtes intéressé sur ce qu'on a appelé les Monsanto Papers, c'est comment une compagnie multinationale, dans le cas de Monsanto, s'est organisée à l'échelle mondiale, en fait, pour venir, je dirais, semer le doute dans la science. Bon, ils n'ont rien inventé, malheureusement. L'industrie du tabac, pendant des années, a au départ dit, bon, notre produit est très sécuritaire, vous pouvez fumer tant que vous voulez avec vos enfants, pas vos enfants, il n'y a pas de problème. Après, quand il y a des études, des preuves accablantes pour dire que ça pouvait créer certains types de cancers, cancer de la langue, cancer de la gorge, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé de la pollution scientifique autour des sujets. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de financer des études qui montraient que, il y a d'autres je dirais, polluants qui peuvent créer le cancer de la gorge. Mais ils ont pollué la science en disant, regardez, mais ce n'est pas forcément juste le tabac, donc pourquoi vous acharnez sur nous? Et il y a énormément de façons, de polluer la science ou de semer le doute. Et dans les Monsanto Papers, on s'aperçoit qu'ils ont payé des scientifiques pour faire des études faussement indépendantes. Ils écrivent des communiqués de presse, ils créent des faux organismes, des fausses ONG, ou des faux organismes qui sèment un peu le doute sur la toxicité de leurs produits. Ils intimident des chercheurs quand ces derniers souhaitent sortir des études pour dire « Ah, on a trouvé une toxicité ou une très grande problématique par rapport à un certain produit ». Ils vont les intimider, ils vont essayer d'intimider l'université qui est en lien avec lui. Donc ça, c'est une très grosse problématique. Et ce qui se passe, c'est qu'on retarde les gouvernements ou la science est retardée par ces semeurs de doute qui continuent et qui souhaitent, à moyen long terme, continuer à vendre leurs produits. Et par rapport au cas du glyphosate, je reviens souvent sur le glyphosate et le Roundup. En fait, malheureusement, ils étudient le glyphosate. Santé Canada, après avoir, je dirais, en 2015, ce qu'il faut savoir, c'est que le glyphosate, donc l'agent dit actif du fameux Roundup, qui n'est pas anodin, là, c'est à peu près 40% de tous les pesticides utilisés au Québec, c'est des pesticides à base de glyphosate. C'est le pesticide le plus utilisé dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on le cite souvent et que vous l'entendez souvent dans les médias. Mais en 2017, après que l'Agence internationale sur le cancer, le CIRC, a décidé de classer la molécule de glyphosate comme cancérigène probable, donc là, on parle de scientifiques, je dirais, les tops mondiaux indépendants qui viennent d'évaluer une molécule. Santé Canada, en 2017, donc quand même 2 ans après, a décidé de non. Nous, on considère qu'il n'est pas toxique, donc on continue à le mettre sur le marché et ils l'ont réévalué, ils lui ont donné l'autorisation pour 15 ans supplémentaires, donc on est jusqu'en 2032, c'est ça. Donc jusqu'en 2032, Santé Canada a réautorisé, je dirais, la molécule de glyphosate. Le problème, c'est que quand on regarde sur quoi s'est basée l'évaluation de ce pesticide en particulier, et je pense que ça doit être le même cas sur beaucoup de pesticides malheureusement, c'est qu'il y a eu 118 références de l'industrie pour évaluer ce projet-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est pratiquement 90% de toutes les études sur laquelle s'est basé Santé Canada pour redonner l'autorisation aux pesticides à base de glyphosate, 90%, c'est des études de l'industrie. Donc, on s'entend qu'il y a toujours des fois des façons, malheureusement,
de malhonnêteté scientifique pour ne pas trouver les résultats qu'on ne souhaite pas, avec des protocoles expérimentaux et autres, mais je ne reviendrai pas dans les détails. Et aussi, malheureusement, 80% de toutes les références citées par Santé Canada pour réautoriser les pesticides à base de glyphosate dataient d'avant 1996. Donc, ça veut dire que 80% des études sur lesquelles ils se basent ont plus de 20 ans. Et on s'entend qu'en science, surtout en toxicologie, la science évoluant rapidement, parce qu'on a des nouveaux appareils de plus en plus précis et on a des nouveaux, pas des concepts, mais plutôt des appareils précis, et on a des études qui viennent confirmer d'autres tendances ou d'autres doutes. On aimerait quand même que Santé Canada se soit basé sur la science la plus récente, et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et encore une fois, ils sont basés uniquement sur l'agent dit actif et non pas la formule commerciale, parce que certaines études montrent que des produits qui sont contenus dans le Roundup sont jusqu'à 1000 fois plus toxiques que la molécule de glyphosate. Donc, ça, c'est une très grosse lacune de la part de Santé Canada lors de son évaluation. Donc là, on se retrouve en fait à utiliser énormément de pesticides au Québec, même dans d'autres pays. Et il y a plusieurs façons dont vous, citoyens, vous pouvez être exposés aux pesticides. Donc, vous allez pouvoir être exposé autant dans votre alimentation, dans votre profession. Là, on verra avec Serge plus tard. Donc, il y a des gens qui sont très exposés, comme les agriculteurs, mais aussi les gens qui travaillent dans les villes pour l'utilisation des pesticides dans les parcs et autres. Il y a les usages domestiques aussi, parce que souvent, moi, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des pubs de Roundup où pratiquement on pouvait en boire pour être en santé. Je veux dire, on pouvait épandre ça avec des enfants qui jouaient nus, ou en tout cas légèrement vêtus dans l'herbe, et il n'y avait aucun problème. On inhale aussi ces poussières-là, parce que bien sûr, quand on va étendre sur des grandes superficies en fonction des conditions climatiques, il y a des petites particules qui peuvent se déposer autant dans votre intérieur que directement, en tout cas dans vos bronches. Bien sûr, dans l'alimentation, dans l'eau potable, parce que ces pesticides qu'on vient mettre dans les champs vont ruisseler. Donc, il y a énormément de différentes façons d'être exposé. Encore une fois, on a des études de Santé Canada ou du MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture du Québec, qui viennent démontrer qu'on dépasse rarement les limites de détection. Ce qui est un peu ironique, c'est qu'on ne sait jamais trop sur comment ils se sont basés pour créer ces limites-là, parce que, par exemple, en Europe, on considère qu'au-dessus de 0,1 microgramme par litre, je vous invite juste à retenir le 0,1 microgramme par litre, contenu dans l'eau potable de molécules glyphosate, on a une eau qui est pas dangereuse, mais impropre. Donc, on considère qu'il y a des problématiques par rapport à la santé au-dessus de 0,1 microgramme par litre. Et souvent, quand je suis en présentiel et non pas par Zoom, je vais poser la question aux gens, mais combien pensez-vous qu'au Québec, cette limite qui en Europe est de 0,1 est en France et au Québec? Et là, souvent, les gens me disent probablement la même, ou peut-être 10 fois plus, ou non, je n'irai pas jusqu'à 100 fois plus. En fait, la limite au Québec est de 220 microgrammes par litre, c'est-à-dire qu'elle est 2200 fois supérieure à la limite autorisée en Europe. Donc, encore une fois, même si on nous dit que les contaminations ou en tout cas les résidus de pesticides qu'on retrouve dans les eaux, qu'on retrouve dans l'alimentation ne dépassent pas les normes, il faut quand même questionner les normes. Et surtout, comme on l'a vu, on n'est pas juste seulement exposé à une molécule, mais on est à la formule commerciale et en fait à beaucoup de formules commerciales. Donc, en fait, on sous-évalue énormément les problématiques. Et donc, nous, à Vigilance OGM, notre objectif, une fois qu'on a un constat par rapport à ce que je viens de vous dire, nous, notre but, on a créé en fait, suite à la commission sur les pesticides que vous avez sûrement entendu, qui a eu lieu il y a 2 ans à la suite de l'affaire Louis Robert. Donc, on a déposé un mémoire, mais on a voulu en fait que les mémoires et que je
dirais, les recommandations suggérées par de nombreux scientifiques indépendants ne soient pas oubliées. Souvent au Québec ou ailleurs, quand on a des commissions, il y a un gros spotlight à un moment donné et malheureusement, ces mémoires, en tout cas, ou ces recommandations sont souvent oubliées parce qu'on passe à autre chose et on s'entend qu'actuellement, on parle quand même beaucoup de COVID pour des raisons évidentes. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a créé une mobilisation en ligne qui s'appelle Sortir du glyphosate. Le glyphosate comme symbole de l'utilisation des pesticides, notre but, ce n'est pas d'arrêter demain matin, mais c'est de diminuer notre utilisation des pesticides pour diminuer l'exposition des agriculteurs et des citoyens et bien sûr des écosystèmes, j'en ai pas parlé, à ces matières toxiques. Donc, un peu d'histoire. Donc, le début de l'affaire Louis Robert. En fait, Louis Robert est un agronome connu qui était employé, enfin, qui était employé du ministère de l'Agriculture, qui s'est fait en fait virer par le ministre à l'époque pour avoir dénoncé en fait des pratiques frauduleuses de la part de l'industrie qui venait en fait je dirais, influencer la science, enfin, les centres de recherche payés par l'argent public pour, en fait, que des études ne sortent pas ou, en fait, soient amoindries. Donc, en automne 2019, il y a une commission sur les pesticides et en 2020, on a un plan d'agriculture durable qui est sorti de la part du gouvernement caquiste. Et donc, je ne reviendrai pas sur le plan, mais il est malheureusement les gouvernements sont très bons pour sortir des mots verts un peu partout, mais au final, c'est très peu ambitieux et il y a malheureusement peu de groupes comme le nôtre qui font les suivis pour être sûr que même si les plans sont un peu ambitieux, déjà, demander plus d'ambition et que ces plans-là soient suivis. Et donc, on a sorti une campagne qui s'appelle Sortir du glyphosate, là, vous pourrez aller sur notre site. Et en printemps 2000, donc l'idée, c'est qu'on a pris 15 recommandations qu'on pense les plus pertinentes et qu'on souhaite absolument que le gouvernement applique, mette en place. Notre première recommandation, en fait, c'était la reconnaissance des maladies professionnelles. Donc, on est heureux que cette première recommandation soit en partie reconnue par le gouvernement. Là, vous avez probablement entendu, grâce aux organismes comme Parkinson Québec, mais surtout Victimes des pesticides du Québec ou même Vigilance OGM, qui est un peu précédent Victimes des pesticides du Québec, dont Serge va vous parler plus précisément. On est content qu'au moins on reconnaisse officiellement que quelqu'un qui utilise des pesticides régulièrement pendant 10 ans a plus de chances d'avoir des maladies comme Parkinson. Donc, il y a des liens clairs dans la science qui montrent que si on est exposé à ce type de pesticides, on peut avoir des maladies comme Parkinson, mais il y a d'autres maladies malheureusement qui ont été oubliées. Après, il y a d'autres problématiques, bien sûr, où je ne reviendrai pas en détail, peut-être Serge le fera, par rapport au fait qu'il faut une couverture de la part des agriculteurs qui sont, en tout cas, qui sont souvent des travailleurs autonomes. Et donc, mais au moins, on est content de voir qu'il y a une reconnaissance. Après, il faut que ça aille plus loin. Il faut que les maladies dont la science montre qu'elles sont aussi liées à l'utilisation des pesticides soient reconnues. Et donc, en printemps 21, donc là, dans un mois, je finirai là-dessus, on souhaite lancer une mobilisation sur les municipalités. Sur les municipalités, pourquoi? Parce qu'on pense que les citoyens, vous, vos voisins ou autres, se sentent, je dirais, souvent plus impactés par ce qui se passe proche de chez eux, mais aussi c'est plus facile, bien sûr, de parler à son maire, qui est peut-être son voisin ou un ami ou une connaissance. C'est plus facile de parler au maire ou à un conseiller municipal que de parler à M. Legault ou M. Trudeau, qu'on voit malheureusement pas souvent. Et donc, je vous invite à aller sur le site sortir de Vigilance OGM, donc vigilanceogm.org, à cliquer sur Sortir du glyphosate. Vous avez une page, en fait, vous signez une sorte de manifeste pour dire que vous appuyez les 15 recommandations, qui ne sont pas des recommandations qui sont sorties de notre tête, mais qui sont sorties, en fait, d'un consensus des experts indépendants qui ont présenté des mémoires ou même des discours lors de la commission sur les pesticides. Et là, ce que j'ai entouré en rouge, en fait, vous pouvez cliquer pour dire que vous souhaitez, au-delà de juste symboliquement dire que vous êtes intéressé à suivre l'actualité sur les pesticides et ce que fait Vigilance OGM là-dessus, mais vous voudrez vous impliquer. Donc, si nous, on va créer une boîte à outils qui permettra aux citoyens de dire, déjà de sensibiliser sur les pesticides, parce que comme toute mobilisation, il faut être conscient de pourquoi, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les contextes.
Et après, essayer d'aller voir comment vous, mais aussi vos voisins, ou en tout cas des collectivités que vous avez créées, parce qu'on va essayer de faire des liens entre les citoyens des mêmes municipalités, vous pouvez vous présenter devant votre municipalité pour demander une résolution pour l'interdiction de l'utilisation des pesticides à voie esthétique. Donc, on ne veut pas toucher les terres agricoles, c'est une autre problématique. On a d'autres recommandations qui touchent ça, mais c'est comment interdire l'utilisation dans les parcs et aussi que les particuliers n'utilisent plus des pesticides qui ont des impacts sur la santé directement. Donc, je vous invite à aller sur le site de Vigilance OGM pour ça. Là, j'aurais fait le tour. Ça va je pense, j'espère que je n'ai pas parlé trop rapidement. Ça va laisser quand même plus de place pour les questions. Je vais laisser Serge Gillard, en fait, quelqu'un que je connais assez bien. Il a été 5 ans sur le conseil d'administration de Vigilance OGM et là, il est administrateur de Victimes des pesticides de Québec. Je ne sais pas si je peux me permettre de te présenter plus. Agriculteur jusque dans les années 2000 en utilisant des pesticides et depuis 2000, je pense, est agriculteur biologique à la retraite. Un agriculteur, c'est toujours pas facile d'être à la retraite, mais il va vous expliquer un peu plus ça. Et donc, Serge est un des personnes qui, grâce à son courage, a permis qu'au Québec, les gens qui sont victimes, enfin, qui sont atteints du Parkinson et utilisateurs de pesticides soient au moins reconnus. C'est un bon début. Donc, je te laisse la parole, Serge. Bien, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vous me permettez de vous entretenir quelques minutes sur l'effet des pesticides chez les agriculteurs. Thibault m'a bien présenté. Je suis agriculteur retraité dont mes terres sont certifiées biologiques depuis 21 ans. Je suis actuellement en transfert de ferme à ma fille et son conjoint. J'occupe un poste dans 4 organismes différents, défendant la qualité de notre milieu de vie et les droits à un environnement sain aux générations futures. Dans les années 95, je me suis posé des questions sur l'effet de nos pratiques agricoles en rapport avec les analyses d'eau de la rivière voisine de chez moi, dont enfin nous nous baignons. Aujourd'hui, il serait dangereux de le faire ou de boire son eau. Il y a absence de vie aquatique maintenant, il y a diminution du volume d'eau coulant dans la rivière comparativement à il y a une cinquantaine d'années. En 2014, des spasmes au bras gauche et à la jambe gauche me réveillaient la nuit. J'ai consulté le médecin qui a confirmé le diagnostic de Parkinson. Utilisant des herbicides et des insecticides comme atrazine, le glyphosate ou la pyréthrine sans protection. Quand nous appliquions des pesticides dans les champs, sans protection, quand la buse du pulvérisateur bouchait, on soufflait dedans et à main nue. Le docteur Auger, spécialisé en analyse de maladies professionnelles, conclut donc qu'il est clair pour moi que mon exposition professionnelle aux pesticides les 32 premières années de ma pratique en agriculture conventionnelle a augmenté de 70% les risques de souffrir de cette maladie qu'il a documenté en 2018. On nous laissait même sous-entendre que ces produits, on ne nous laissait même pas sous-entendre que ces produits étaient dangereux. Même les agronomes qui nous conseillaient ne le savaient pas. Maintenant, nous le savons. L'industrie, elle, le savait depuis les débuts. On n'a qu'à se référer au Monsanto Paper pour vérifier. En France, M. Paul François, agriculteur céréalier, malade d'une intoxication, a actionné Monsanto. Les 3 fois que Monsanto l'a ramené en cours pour contester, M. François y a gagné. M. Pascal Priori et moi, il y a 3 ans, décidons de démarrer un organisme pour dénoncer cette injustice qui ne mentionne pas tous les risques associés à ces pesticides. Il y a 1 an et demi, nous avons fondé un bureau de direction très fonctionnel à l'organisme de victimes des pesticides du Québec. Nous avons obtenu une belle victoire il y a 2 semaines. Le ministre Boulet a déclaré qu'il inclurait la maladie de Parkinson dans le projet de loi 59. J'appelle toutes les personnes qui se sentent interpellées subissant des dégâts irréversibles sur leur santé
à nous joindre dans le but de s'associer avec des experts scientifiques, médicaux, juridiques et agricoles. J'invite mes confrères et consoeurs malades de Parkinson à sortir de l'ombre dont moi-même ai eu mon diagnostic pendant 3 ans avant de décider d'en parler publiquement dans les médias. Aujourd'hui, nous constatons qu'il a été fructueux d'en parler car on inclut maintenant dans le projet de loi 59 la maladie de Parkinson. Se joindre à la victime des pesticides du Québec, le nombre fait la force. Il y a une évaluation théorique qu'il y aurait au Québec entre 350 et 450 travailleurs atteints de Parkinson dans le secteur agricole. La mission de Victimes Pesticides du Québec est d'informer les personnes victimes des pesticides, leur entourage et le grand public, orienter ces personnes dans leur démarche de soins et d'indemnisation, mobiliser toutes les parties prenantes pour prévenir les risques de la santé associés à l'exposition aux pesticides et promouvoir leur prise en charge, diffuser et rendre accessible la recherche scientifique sur les risques liés aux pesticides tout en créant des liens avec les acteurs impliqués dans la recherche. Et enfin, pour promouvoir des solutions non toxiques pour remplacer les pesticides. Cet enjeu de société qui est la santé des agricultrices et des agriculteurs du Québec, de toutes les victimes des pesticides, nous partageons avec des scientifiques et de nombreux partenaires, dont Parkinson Québec, Autisme Montréal, Myélome Canada, Lymphome Canada, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement et autres qui sont en accord avec notre mission et notre objectif. Fort de cette mobilisation, nous allons mener des actions citoyennes pour que cesse l'utilisation de produits ayant fait l'objet d'études convergentes établissant une corrélation entre l'exposition aux pesticides et le développement de maladies et faire appliquer un principe de précaution pour tous les pesticides susceptibles d'être toxiques. La majorité des agriculteurs conventionnels que je connaisse sont conscients qu'il faut diminuer l'utilisation des pesticides, mais ne connaissent pas la façon de faire, n'ont pas les moyens financiers de supporter la perte de revenus temporaire durant la transition, car il est connu qu'en agriculture, les agriculteurs sont surendettés. La solution, ce serait de cesser la monoculture et que l'assurance récolte assure des récoltes diversifiées autres que seulement que maïs et soya. Ça baisserait les besoins en pesticides, ça baisserait les frais de la santé, ça donnerait une assurance et une satisfaction consommateur, alors il achèterait davantage local. Ça diminue les GES. Je voudrais porter une attention aussi, il n'y a pas seulement en campagne que c'est dangereux, les citadins qui font traiter leur gazon par des compagnies pour avoir un beau gazon. Et puis, comme Thibault en a parlé tantôt, les enfants sont des éponges pour absorber ces effets de pesticides-là. Et puis, c'est nuisible aussi pour la société dans les villes. Je vous remercie de votre attention et puis s'il y a des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Maintenant, je pense que je passe à Annie. Absolument. Merci beaucoup, Serge. Merci pour ce témoignage éloquent. On réalise encore plus l'importance ou les dangers qu'on a à côtoyer ou à être en lien avec les pesticides. On sait que 90% des cas de maladie de Parkinson résultent d'une interaction entre des facteurs environnementaux et la susceptibilité génétique individuelle. Ce que ça veut dire, c'est que certaines personnes vont être plus réceptives à des facteurs environnementaux, donc plus susceptibles de développer la maladie de Parkinson. Des gens qui vont être en lien ou exposés aux pesticides ne vont pas développer la maladie de Parkinson, tandis que d'autres vont développer la maladie de Parkinson. L'ensemble des données épidémiologiques revues jusqu'à présent confirme sans équivoque
qu'il y a une association entre le Parkinson et la maladie, entre le Parkinson et les pesticides. Le poids de la preuve scientifique est tellement forte que, comme Serge le mentionnait tout à l'heure, le gouvernement du Québec a accepté d'ajouter la maladie de Parkinson sur la liste des maladies professionnelles reconnues au Québec pour le projet de loi 59. C'est vraiment une grande victoire, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, entre autres pour faire accepter le développement du fonds d'indemnisation pour les travailleurs qui n'ont pas cotisé à la CNESST. Puis ce qu'on comprend, c'est que plusieurs agriculteurs ou travailleurs du milieu agricole ne cotisent pas à la CNESST. Dans la population générale, les risques qu'une personne, un homme de 45 ans et plus, développe la maladie de Parkinson est de 1 sur 20. Après l'exposition aux pesticides, le risque est multiplié par 1,7. Donc, il y a une grosse augmentation du risque là, qui est liée à la maladie de Parkinson. Il y a aussi, Thibault nous en a parlé tout à l'heure, tous les pesticides qui sont liés à notre usage quotidien, à notre usage à la maison. Donc, 30 jours d'exposition à vie, dans toute la vie d'une personne, aux herbicides de jardin, multiplie le risque de développer la maladie de Parkinson par 1,7. Et le fait d'être exposé 10 jours par année ou habiter à 500 mètres et moins d'un champ qui est cultivé avec des pesticides augmente le risque de 2,5. Donc, c'est vraiment une incidence importante, là, le fait d'être exposé aux pesticides. Plus on est exposé, plus le risque augmente et il n'y a pas de dose minimale qui est sécuritaire. Dès le jour 1 de l'exposition, vos risques augmentent. Donc, on a tous un rôle à jouer pour réduire l'utilisation des pesticides et ça commence dans notre utilisation personnelle. Donc, de revenir à nos recettes de grand-mère, mais pour nos potagers personnels, mais éviter le plus possible d'utiliser les pesticides. Maintenant, je vous invite à regarder un extrait de la conférence de Romain Rigal, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui nous explique comment les pesticides agissent sur les cellules dopaminergiques. Maintenant, comment ça se passe au niveau cellulaire pour détruire les neurones? Ça, c'est ma diapositive compliquée. Alors, je vais demander toute votre attention. Il y a 4 mécanismes principaux qui font que les pesticides causent la maladie de Parkinson. Le premier, c'est que les pesticides aiment beaucoup les neurones dopaminergiques. Il y a une petite porte d'entrée rouge là, qui est un transporteur à la dopamine, et les pesticides aiment beaucoup ce transporteur-là. Ça leur permet de rentrer plus facilement dans les neurones dopaminergiques que dans tous les autres types de neurones. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il rentre par cette petite porte et il va dans la mitochondrie. La mitochondrie, c'est le poumon des neurones. C'est vraiment ce qui fabrique l'énergie pour les neurones. Quand il arrive là, il tue la mitochondrie. Et donc, quand tu as la mitochondrie, il n'y a plus de gaz dans la cellule. Donc, le neurone est juste plus capable de fonctionner. Une autre chose qu'il va faire dans la mitochondrie, il va envoyer un signal qui est un signal naturel de « c'est le temps pour le neurone de mourir ». Puis c'est un signal normal. Toutes nos cellules reçoivent ce signal à un moment donné. C'est le temps de mourir. Tu as passé 90 jours, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Sauf que là, les pesticides envoient le signal, mais de manière prématurée. Troisième étape, les pesticides vont créer des radicaux libres. Ces radicaux libres vont créer du stress oxydatif. Et puis, je vous l'ai dit dans la présentation précédente,
La maladie de Parkinson, elle est en partie liée à ce stress oxydatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un acide qui arrive et qui vient gruger vos neurones. Mais non seulement il s'attaque aux neurones, mais en plus il va s'attaquer à notre matériel génétique et il va induire des mutations qui plus tard vont nous rendre plus vulnérables aux pesticides. Finalement, ce qui va se passer, c'est que les pesticides vont également induire cette agrégation d'alpha-synucléine. Et une fois qu'on a ces agrégats d'alpha-synucléine, ça s'appelle des corps de Lewy, c'est ça qui fait également mourir les neurones dopaminergiques. Donc vous voyez, il y a 4 mécanismes fondamentaux que les pesticides induisent dans les neurones dopaminergiques et qui induisent leur mort. Alors, voilà, tout est dit. On va maintenant passer à la période de questions. On a reçu plusieurs questions. J'inviterai Serge et Thibault à ouvrir leur micro et leur caméra. Alors, on a plusieurs questions, plusieurs commentaires. Serge, on a des commentaires de remerciements de ton implication. Les gens te disent bravo, ils sont impressionnés. On a quelqu'un qui demande, comme compagnie agricole, comment on peut éviter les pesticides sans perdre d'argent et sans nuire aux gens? Oh, c'est une question à plusieurs milliers de dollars. Actuellement, il y a de la recherche qui est tablettée, malheureusement, qui permet de diminuer les pesticides en remplaçant le sol nu par des plantes qu'on appelle des engrais verts ou des plantes accompagnatrices qui permettent d'éviter d'utiliser du pesticide ou du moins de le diminuer. Ça existe actuellement. La façon de transférer les recherches qui sont déjà faites à la ferme, il serait important que le gouvernement investisse beaucoup dans l'embauche d'agronomes et de techniciens agricoles. Et eux serviraient de courroie de transmission entre les dossiers tablettés et l'agriculteur pour le former à travailler de cette façon-là. Par contre, c'est une question de gros sous, puis le gouvernement, il est vraiment pas rendu là. Ouais. Mais la solution, elle existe. Elle existe actuellement. Merci. Quelqu'un nous parle des lobbies alimentaires. Thibault, tu nous as parlé tout à l'heure des lobbies directement là, liés aux gens de pesticides. Est-ce que vous travaillez également auprès des lobbies alimentaires? Ben, nous, on a une campagne où on va essayer de dire, bon, regardez le gouvernement actuellement, que ce soit le gouvernement fédéral ou provincial, n'informe pas, n'est pas transparent face aux consommateurs pour leur dire qu'est-ce qu'ils ont dans leurs assiettes, là, dans le cas spécifique des OGM. Et donc, on se retourne vers les épiceries, donc les métros, l'Obla et IGA, pour leur demander est-ce qu'eux, ils souhaitent, en tant que joueurs corporatifs, être transparents. On a d'ailleurs un rapport, on a classé en fonction de certaines questions l'année dernière, au mois de décembre, ces compagnies-là. Mais on s'aperçoit qu'ils sont quand même assez liés, surtout en fait, dans le cas de l'Obla. On voit qu'ils consultent ces mêmes lobbyistes. C'est la même industrie, là, ils ont tous des intérêts communs, c'est-à-dire un intérêt financier derrière ça. Et ils ont peu d'intérêt pour la santé des écosystèmes et la santé des populations, malheureusement. Mais on s'aperçoit qu'on a posé par exemple des questions à l'Obla et leur réponse était un peu un copier-coller avec la réponse qu'aurait pu nous donner Bayer ou Monsanto.
Donc, je n'ai pas des noms spécifiques d'entreprises qui font du lobbyiste alimentaire, mais on s'aperçoit qu'ils ont quand même des liens certains. Et souvent, ils vont même créer je dirais, des fausses ONG au Canada et au Québec pour un peu promouvoir leur agenda ou leur solution sous couvert d'être un organisme à but non lucratif. La plus connue au Canada, à mon avis, c'est Center for Food Integrity, qui est financé par le gouvernement d'ailleurs, parce qu'ils ont un numéro de charité, ce qui est complètement absurde. Mais ouais, c'est ça. Mais, je pourrais parler longtemps des lobbyistes. Oui, je comprends. Il n'y a personne au gouvernement qui est chargé de s'assurer que ces organismes-là, d'autant plus qu'ils sont financés par le gouvernement, ne sont pas de connivence avec les lobbyistes? Il n'y a personne, il y a sûrement des gens, mais est-ce qu'ils sont assez vocaux? Tu sais, je veux dire, quand tu as Louis Robert qui est très bien renommé à essayer de dénoncer sur beaucoup de tribunes à ses collègues, à des gens haut placés pendant des années, l'influence des vendeurs de pesticides sur la vente et la prescription, et que au résultat, au bout des années, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est fait virer. Je veux dire, des fois, ça peut freiner un peu certaines personnes à être vocaux. Heureusement, il a tenu son bout et maintenant, on n'a pas encore la séparation comme on l'aimerait. En fait, Serge parlait de solutions. Une des solutions que nous, on préconise, c'est la séparation de la vente de la prescription agronomique. C'est-à-dire que, imaginons si votre médecin était aussi votre pharmacien, il y aurait un conflit d'intérêt où il aurait intérêt à vous vendre plus de médicaments parce qu'il aurait un bénéfice clair derrière ça. Et malheureusement, en agriculture, le médecin, c'est un peu l'agronome. Et comme il y a il y a un désinvestissement massif de l'État depuis le début des années 2000, particulièrement où il y a moins d'agronomes sur le terrain, il y a moins d'aide, je dirais, aux agronomes, aux agriculteurs pour avoir des meilleures pratiques agronomiques, c'est des vendeurs de pesticides qui viennent là, donc qui ont un intérêt financier. Et nous, une de nos recommandations, c'est séparer la vente de la prescription. Et on pense qu'avec ça diminuerait énormément l'utilisation des pesticides. Oui. Une personne qui nous parle d'une nouvelle classe de fongicides qui attaquerait directement la santé mitochondriale, donc des cellules. Est-ce qu'un ou deux a entendu parler de cette classe de fongicides-là? Non, pas dans mon cas. En particulier. Comment on peut savoir à la maison qu'est-ce qui est considéré comme un pesticide dans notre usage quotidien? Parce que, en fait, souvent, Serge aura peut-être d'autres réponses que moi, mais en fait, le mot pesticide, ça veut dire tuer les pestes, si vous voulez. Et donc, c'est un mot générique qui regroupe plusieurs autres termes. Donc, moi, ma plus grande spécialité, je dirais, c'est les herbicides, donc qui sont là pour tuer les herbes, donc le cas du Roundup et autres. Après, il y a les insecticides qui sont là pour tuer les insectes, les fongicides qui sont là pour tuer les champignons. Mais après, il y a d'autres types de termes en ide qui sont là pour tuer, par exemple, des ravageurs ou des rats où vous pouvez avoir des infestations. Par contre, ça, j'avoue que je ne connais pas du tout. Nous, ce qu'on souhaite dans la mobilisation qu'on va faire sur les villes, c'est vraiment l'interdiction de tous les mots en id, c'est-à-dire à usage esthétique. Et aussi, on souhaite, donc, mon collègue qui travaille là-dessus est malheureusement pas là, mais je n'ai pas forcément plus de détails sur savoir est-ce qu'il y a un organisme ou quelqu'un qui a fait un peu la traçabilité de tous les mots en id qui se retrouvent proches de chez nous. Et Serge? Oui, vas-y Serge. Oui, je vais vous parler des insecticides. Monsieur Jacques Brodeur, qui enseigne à l'UQAM, a dit que l'humain partageait 60% des génomes de l'insecte. Alors qu'on retrouve dans l'eau des insecticides. Alors, on peut faire une relation avec les maladies chez les humains dues aux insecticides utilisés dans l'environnement. Clairement. Est-ce que, Serge, on sait, dans la mouvance de la culture biologique,
si il y a de plus en plus d'agriculteurs, c'est quoi la proportion d'agriculteurs qui ont adopté des cultures biologiques au Québec? Bon, c'est probablement 3 à 4. Oui, les dernières années, il y a eu des augmentations de grandes fermes et des grandes superficies qui deviennent biologiques. Mais vous savez, euh, pour reconnaître ce que le producteur doit produire, c'est le consommateur qui le décide. Hein. Oui. Le consommateur va acheter à l'épicerie, le producteur est forcé de le produire. Alors, il y a une responsabilité, une partie de la responsabilité qui vient de la part de nous, les consommateurs, pour décider quel produit qu'on veut utiliser et consommer. Mais oui, c'est positif. Mais partir de 2 à 4, il manque encore un bon pourcentage pour être au moins 50 hein? Vraiment. Il y a quelque chose à faire à tous les niveaux, en fait. Ah oui. Au niveau des décideurs, des industries, mais Bon, des consommateurs également. Oui, Écoutez, que l'industrie. J'ai une autre question. Attendez. Je vais vous la lire pour bien comprendre. Est-ce que des traitements efficaces sont mis en place ou quels sont les traitements existants de nos jours sur le marché québécois ou canadien contre la maladie de Parkinson? En fait, il n'y a pas de traitement pour guérir la maladie de Parkinson présentement. C'est vraiment de la médication pour contrôler les symptômes. On n'est pas tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui. Puis l'autre élément, c'est les bonnes habitudes de vie comme l'exercice et la bonne alimentation. Mais écoutez, pour conclure la conférence sur les pesticides, je voudrais vous remercier infiniment. Ça a été très éclairant. Merci Serge, merci Thibault d'avoir accepté notre invitation et merci à tout le monde d'avoir participé. Je vous souhaite un bon après-midi. Ça fut un grand plaisir. Bonne fin de journée à chacun. Merci beaucoup. Et si vous voulez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur le site de Vigilance OGM. Merci beaucoup Thibault. Et